Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Petit Tour. Alors je suis déjà arrivé à Cannes. Aujourd'hui je vais interviewer un membre important de l'ancienne Ligue Côte d'Azur. C'est Michel Salzman qui était l'ancien président du comité de la Ligue Côte d'Azur. Je suis déjà arrivé à Cannes. Comme vous le voyez, il fait beau. Pour les Parisiens ça va être drôle, mais ici il fait 19 degrés en plein milieu de l'hiver. Donc bon, je pense que vous allez être jaloux. Je vais essayer de retrouver chez Monsieur Salzman des documents anciens, voir s'il n'avait pas conservé en particulier des articles de presse sur le judo azuréen, sur les débuts du judo. Bienvenue à Cannes pour ce nouveau petit tour et je vous laisse de suite avec l'interview. Alors, d'abord pour l'enregistrement, j'ai besoin que vous décliniez votre identité en donnant votre nom, prénom et date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Je m'appelle Salzman Michel. Je suis né le 2 septembre 1941, 1941, à la Seine-sur-Mer. D'accord. Pour les statistiques, j'ai besoin de connaître le métier de vos parents. Ma mère était institutrice et mon père était tourneur sur métaux. Il travaille dans une usine ? Non, dans un atelier là, à Cannes. Quel a été votre propre métier ? Dans le bâtiment, maçon. Et après, chef de chantier, mais enfin bon, maçon quoi. Dans quelle ville ? Bien, ici à Cannes. Vous avez peut-être dû connaître, si vous étiez maçon, Monsieur Paoli, Albert Paoli, ah ben oui. de Saint-Tropez. Le président du Var, du karaté, là, oui, je le connaissais bien, oui. Quelles étaient vos relations avec lui ? Ah, très bonnes, amicales, et on était très contents de se rencontrer chaque fois qu'on le pouvait. Alors je ne sais plus exactement son rôle, mais je crois qu'il a dirigé le VAR au niveau judo, le comité du VAR de judo, c'est ça ? Je ne sais pas si... Peut-être, mais j'en suis pas sûr. Je sais qu'il a été dirigé en tant que pour le karaté, ça c'est sûr. Alors on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Comment vous avez entendu parler du judo pour la première fois, avant même de pratiquer ? Est-ce que c'était par la télévision, par les journaux, par un ami ? Non, c'est parce que à Cannes il y avait un club, le club de Cannes, qui existait à ce moment-là, qui était dirigé par Monsieur Desjolini, et il avait une salle. Si vous voulez, de l'extérieur, on pouvait voir les gens pratiquer. C'était situé où ? Derrière l'hôtel sur la Croisette, derrière le Gonnet de la Reine. Là. Et après, il était près du marché à Cannes, près du marché Châteaudun. Et toujours avec il avait toujours une grande vitre donnant sur l'extérieur. Et on pouvait voir les judokas évoluer sur le tapis. D'accord. Et c'est la première fois derrière l'hôtel là que j'ai vu pratiquer le judo. C'était en quelle année ? Devait être dans les années 58, 57, 58. Et vous avez pratiqué vous-même cette année-là aussi ? Ah non, bien plus tard, quand j'ai inscrit mon fils. Oh, d'accord. J'ai inscrit mon fils et une semaine après, je me suis inscrit. En quelle année était-ce ? 1973. Toujours au Judo Club de Cannes ? Non, là c'était... À ce moment-là, c'était le Judo Club Méditerranée. Qui était le professeur ? Daniel Pinatel, 7e dan. Et Marc Martin, 7e dan aussi. Très bien. Ce Judo Club était situé à Cannes ? Oui, rue Félégra. D'accord. Et donc vous avez vous-même commencé à pratiquer le judo en 1973 ? 13. Est-ce que avant cela, vous étiez actif dans quelques domaines que ce soit liés au judo ? Non, pas du tout. Si vous voulez, à part mon métier qui était quand même très physique, je ne pratiquais pas de sport. Donc, je faisais un peu de natation l'été, mais comme ça, à la mer, quoi. Tandis que là, j'ai commencé le judo. Et quand j'ai commencé, j'ai été vraiment séduit par le judo que faisait Daniel Pinatel. Il vous donnait envie de faire comme lui. Il était déjà âgé quand vous l'avez connu ? Non, c'était en 73, donc il devait avoir... Il est né en 43, donc il avait 30 ans, c'est ça. Voilà. Alors, est-ce que le judo était différent à l'époque de ce qu'il est maintenant ? Pas beaucoup, à part un peu l'arbitrage et tout. Mais sinon, là, dans la pratique, j'ai la chance d'appartenir à un club qui a toujours fonctionné dans les règles du judo, quoi, le vrai judo.
Un judo traditionnel, donc. Voilà, le judo de M. Cano. En quelle année vous avez été gradé de la ceinture noire, vous vous souvenez? En 1981, au mois de décembre 81. Oh, vous vous souvenez le mois, c'est bien. Le 21 décembre 81. Ah, le jour même, magnifique. Oui. D'accord. L'examen se passait où? À Cannes, au Palais des Sports de Cannes. Il était encore à ce moment-là en activité. Donc l'ancien Palais des Sports. Oui, l'ancien, là, oui. Est-ce qu'il y avait d'autres clubs importants que vous avez connus dans ces années-là, 1973, 74? Ici à Cannes, oui. Ben à Cannes, il y avait Roméo De Giovanni avec il y avait 2 clubs à Cannes. Il y avait Cannes, Judo Club de Cannes et Judo Club Méditerranée. Vous avez connu le Judo Kouai? Oui. Oui. Qui s'était fondé dans quelles années à peu près? Bon, je pense que c'est dans les années 75 à peu près, un truc comme ça. D'accord. C'était un club important ou... Oui, c'était un bon club. Il y avait d'autres clubs dans la région Oui, ben, il y a José Alary, il y avait le Saint-Laurent du Var, il y avait le Cram de Nice, il y avait beaucoup de clubs. À Antibes, il y avait le club d'Antibes. Est-ce que vous étiez lié par les compétitions ou par les passages de grade avec le judo club de Monaco? Non, pas spécialement, mais ils étaient avec nous. Ils participaient? Ah oui, c'est un très bon club et il est mené de main de maître par... Thérésius Imbert? À ce moment-là, Thérésius Imbert. Et maintenant, depuis l'arrêt de Thérésius Imbert, c'est Marcel Pietri qui dirige le club de main de maître. Voilà. Est-ce que vous avez vous-même pratiqué la compétition dans ces années-là? Pas beaucoup. Un peu, mais pas beaucoup. Une question sur la formation théorique. Je sais qu'à cette époque-là, il y avait très peu de livres, encore moins de vidéos, il y avait peut-être des films en Super 8. Est-ce que les judokas de votre club avaient accès à une formation théorique par le biais de livres, d'articles de presse? Livres, si vous voulez. Il y avait quand même pas mal de livres qui avaient déjà été faits au niveau national. 1 million de judokas, tout un tas de livres, des livres faits justement par M. Courtine et Parisé, et d'autres au gradé. Et si vous voulez, ils étaient accessibles à tout le monde. Il y avait au club des gens qui prêtaient ce genre de choses? Non, pas spécialement. Il fallait les acheter plutôt. Voilà, moi j'en ai une assez belle collection, mais si vous voulez, je les ai achetés au fur et à mesure, chez les bouquinistes à Paris ou ici. Vous vous souvenez du titre des 2 ou 3 premiers que vous avez eus? Ouais, il y a eu 1 million de judokas. Ouais, il y a les fondements du judo, du peintre Yves Klein, qui était lui-même 4e dan du cours de camp. Vous l'avez connu? Non, il est décédé avant que je pratique. Ok. Est-ce que vous pensez que les compétitions ont beaucoup évolué depuis vos débuts? Vous avez quand même pratiqué quelques années. Oui, j'en ai suivi beaucoup et tout. Si vous voulez, c'est surtout au niveau de l'arbitrage que ça a changé. En mieux ou en... À des moments en mieux, à d'autres moments, c'est surprenant. À des moments, on donne maintenant, il paraît que cette année, justement, j'ai reçu un journal aujourd'hui, ça va changer. Au niveau de l'arbitrage, parce que, par exemple, les wazaris, avant, c'était presque sur le dos, quoi. Et maintenant, dès qu'ils tombent un peu sur le côté, c'est comme... Yuko avant, si vous voulez. Donc, dans ce niveau-là, c'est surprenant, quoi. Donc, c'est surtout l'arbitrage. Voilà, il y a beaucoup... L'arbitrage, si vous voulez... Et au niveau technique? Au niveau technique, c'est à peu près toujours les mêmes techniques employées. Et les compétiteurs, il y a des techniques comme Uchimata, Ippon, Alors, est-ce que vous avez été influencé dans vos premières années de pratique par des gens issus du Fort Carré? Oui, il y a M. Desjoignini, il y a M. Midan, bien sûr. Midan, il travaillait, je crois, au Fort Carré pendant longtemps. Oui. Il était responsable à un moment du Fort Carré. D'accord. Et M. De Giovannini, il avait quel rôle? Il était là-bas en tant qu'athlète, parce qu'il a été athlète. Voilà. D'accord. Monsieur Midan, y en avait-il d'autres? Non, pas spécialement. Après, que j'ai vraiment connu, non. Et vous-même, vous avez vu parfois des démonstrations organisées au Fort Carré ou des événements là-bas? Une fois seulement, parce qu'à un moment, pendant très longtemps, ce n'était plus... C'était que militaire, il n'y avait pas le sport était... Puis après, ils ont commencé à arranger, à retaper plusieurs salles, et il y avait là-bas la formation des futurs professeurs. D'accord. Qui était encadré, entre autres, par M. Midan. C'est lui
qui a formé les 3/4 des profs de la région. Comment, dans ces années de pratique, vous êtes passé de simple pratiquant à petit dirigeant? Eh bien, parce qu'un jour, les deux professeurs, là, Daniel Pinatel et Marc Martin, m'ont dit ça serait peut-être bien si tu te présentais au département pour déjà représenter le club et tout. Et puis, bon, voilà, comme tu as l'air de... Donc, je me suis présenté, j'ai été élu au département. Puis après, ça a suivi. C'était en quelle année que vous avez été élu au département? Là, en 1977. Et qui était votre prédécesseur, pardon? Ah ben, il y en avait plusieurs qui représentaient, qui étaient élus dans le département. Il y avait M. Robecki de Nice, Bon, il y en avait plusieurs. Alors j'ai l'impression qu'en judo, c'est pas tout à fait comme en karaté. Ça tourne beaucoup, les responsables départementaux. Oui. Vous êtes resté vous-même combien de temps responsable au département? Attendez, je vous le dis tout de suite. Au département, jusqu'en 92, de 1977 à 1992. D'accord, donc vous étiez président du comité départemental des Alpes-Maritimes? Non, j'ai été président du comité départemental de 85 à 86. Et entre-temps, quelle fonction aviez-vous? Ben, j'étais responsable, par exemple, de 80 à 84. J'étais responsable de la commission sportive de la Ligue Côte d'Azur. Après, j'étais membre du collège Ceinture Noire de 85 à 88, en même temps que membre de la Ligue. Et après, j'ai été élu président de la Ligue. J'ai commencé en 93 pendant 3 Olympiades jusqu'en 2004. Et de 2000 à 2004, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai été président de la Ligue PACA qui venait de se former. Y avait-il à cette époque, à la première époque de vos débuts en tant que responsable, dans les années 80, une commission féminine? Non, à ce moment-là, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait quelques féminines, mais très peu, mais il n'y avait pas de commission encore féminine. Ça a commencé beaucoup plus tard. Est-ce que vous avez enseigné le judo? Ben oui, un petit peu. Oui, je suis prof diplômé d'État. En quelle année vous avez commencé à enseigner? Avant d'être prof, même, j'ai aidé M. Martin. Je sais pas, c'était dans les années 80. Et dans quel club était-ce? C'était le judo club Méditerranée à ce moment-là, toujours. Le propriétaire des murs, c'était Daniel Pinatel. Ah, ok. C'est lui qui avait fondé ce club. Il venait de Saint-Étienne, il avait fondé ce club, il sortait de l'équipe de France. Et donc, si vous voulez, on a toujours été là, à part. On est parti après quand nous avons changé de nom, de club, quand on est devenu Cannes Mougins Judo, mais c'est assez récent. Nous sommes là depuis 10 ans à peu près. Et là, à ce moment-là, on s'appelle Cannes Mougins Judo, comme maintenant, quoi. On a fusionné avec Mougins, parce que le frère de Patrick Domenech, qui est le directeur technique de Cannes, et Alain, il est directeur technique à Mougins. Donc on a fusionné, on a fait qu'un gros club. Est-ce que vous avez enseigné aux enfants? Oui, mais surtout après aux adolescents qui sont dans les katas pour préparer la ceinture noire ou d'autres ceintures, quoi. C'était différent l'enseignement aux enfants et l'enseignement aux adultes? Oui, c'est différent. En quoi? C'est que les enfants sont réceptifs pendant un certain moment. Après, c'est très difficile d'attirer leur attention. Il suffit qu'il y ait un gamin qui mette un peu la panique, là, et puis ça change. Il faut les avoir bien en main. Bien plus que normalement des adolescents ou des adultes. Non, c'est toujours actuellement comme ça, hein. Dans le club auquel je appartiens, après les autres clubs, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des spécificités pour la préparation des compétiteurs? Des cours spéciaux, des entraînements spéciaux? Oui, il y a des cours faits pour ceux qui préparent la compétition. D'accord. Et en général, c'est des cours le week-end ou ce genre Non, c'est des cours le soir, après les enfants. En général, c'est de 19h à 21h, quoi. 19h30 à 21h. Et ce sont des cours plus techniques, surtout beaucoup plus forts au niveau entraînement de fond et tout, parce que c'est normal, hein. Il faut s'entraîner fort. Si on ne s'entraîne pas fort...
Dans vos premières années de pratique, est-ce qu'il y avait déjà des stages avec les maîtres japonais ou avec des experts du judo français? Oui, il y en avait. Nous avons la chance d'avoir eu M. Moreau, qui est un des professeurs de Daniel Pinatel, qui est décédé maintenant, le pauvre, mais il venait chaque année avec ses élèves du judo club de la Loire. On allait aux îles faire un stage. Aux îles de l'Érins, donc. À l'île Sainte-Marguerite, et on faisait dans la poudrière un stage avec oxygénation aussi, footing autour de l'île. Bon. L'été? C'était à Pentecôte. Et donc c'était tous les ans? Oui, pendant de nombreuses années. C'était le professeur de M. Pinatel? Un des professeurs de Daniel Pinatel, oui. Qui étaient les autres professeurs de M. Pinatel, vous le savez? Oui, Baudot, M. Baudot. Qui était originaire d'où? De Saint-Étienne aussi, tous les deux, ils avaient fondé le judo club du Rhône. Ça a été tous les deux dans les premiers à partir en stage au Japon pour se perfectionner. Le premier, ça a été M. Baudot, et l'année d'après, quand il est revenu, c'est M. Moreau qui a pris la... Ils étaient peut-être en contact avec M. Midan, je crois qu'il avait un club par là-bas aussi. Oui, ils étaient plus qu'en contact, ils étaient... Ah, ils étaient rivaux? Le judo club de la Loire et le judo club du Rhône, c'était... Oui, ils se rencontraient souvent en compétition, ils se connaissaient bien, oui. Est-ce que l'enseignement a été influencé par les fusions de clubs ou par les changements d'organisation? Pas spécialement. C'est surtout, à la base... avoir la chance, c'est une chance, de pratiquer le judo avec un professeur qui connaît parfaitement son sujet et qui vous donne envie de faire. C'est important, parce que sinon c'est un sport difficile. Lui, je parle de Daniel Pinatel, il vous donnait envie, je vous dis, d'essayer de faire ce qu'il faisait. En parlant justement de ce judo traditionnel, il y a beaucoup de personnes qui pensent le judo comme une sorte de philosophie. C'était son cas aussi? Oui, c'est une façon un peu une façon de vivre. C'est essayer être dans la vie comme sur le tapis. C'est ce que disait M. Jazarin, une école de vie. Voilà. Est-ce qu'il y avait des cours, dans ces cours de judo, est-ce qu'il y avait une petite partie qui était réservée à la self-défense ou au jiu-jitsu dans vos premières années? Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais ça existait. Il y en avait, mais pas beaucoup. Comment c'était organisé? C'était dans le cours de temps en temps? Oui, de temps en temps, il y avait une technique ou deux qui était spécifique au jiu-jitsu, mais si vous voulez, le judo sort du jiu-jitsu. M. Kano l'a créé en prenant les techniques qu'avaient les samouraïs. Et comme il s'est aperçu que ces techniques, c'était fait pour des techniques pour tuer, il a, si vous voulez, il a mis en place le judo. Mais ça vient du jiu-jitsu. Et petit à petit, les techniques de jiu-jitsu n'étaient plus enseignées dans les clubs de judo, d'après ce que j'ai compris. Ça dépend. Il y a des clubs qui sont restés toujours tournés vers le jiu-jitsu. D'accord. Et il y en a d'autres qui, sont allés plus vers le judo et la compétition. Monsieur Parisé, je crois, était un promoteur du jiu-jitsu. Voilà, un spécialiste du jiu-jitsu. Okay. Et du judo, bien sûr, puisque... Dans la région, il y avait des clubs qui se spécialisaient en jiu-jitsu? Oui, il y avait le judo... À un moment, le judo Kouai, dont on parlait tout à l'heure, avec M. Orsini, Simon Orsini comme professeur. Et après, il y a eu aussi, un peu plus tard, le judo Kouai Monsois, avec M. Capizzi, tourné assez vers le jiu-jitsu. Les deux, le judo et le jiu-jitsu. Monsieur Capizzi était aussi issu du judo Kouai-Kanois, je crois, non? Non, il était un élève de M. Orsini. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Monsieur Boucher, par exemple, je crois, à Golfe-Juan? Oui, un peu, oui. Mais lui, il était surtout judo-karaté. Est-ce que vous avez pratiqué d'autres arts martiaux et sports de combat? Non. Seulement le judo? Que le judo, oui. Ok. Et vous avez vu tout au long de ces années de pratique arriver ces autres arts martiaux en France. Est-ce que ça a bouleversé votre pratique? Si vous voulez, ça a bouleversé le sens où les gens, dès qu'il y a un nouveau sport, comme par exemple, prenons le cas du Krav Maga, ils vont là, ils essayent. Et au niveau organisationnel, c'était difficile? Non, nous, ça nous a jamais trop, au club, vraiment causé de problème. D'accord. Mais je vous dis tout ça parce que il y a de très bons professeurs de judo à la base, Patrick Domenech, en ce moment, qui est l'un des principaux élèves de Daniel Pinatel. Il vient de passer son 7e dan, ça a été un compétiteur de haut niveau.
Et lui, il a la même philosophie que son professeur. D'accord. Et donc ces nouveaux arts martiaux qui sont arrivés, le karaté, le taekwondo, le krav maga, etc. Ça... Et là aussi, le jiu-jitsu brésilien. Hein, oui. Ouais. Ça... Ben, si vous voulez, ça, obligatoirement, ça enlève. Il y a des gens qui vont vers ces sports-là. Hein. Okay. C'est logique. Hein. Et est-ce que les clubs de judo ont essayé d'incorporer dans leur technique des techniques venant par exemple du jiu-jitsu brésilien ou... Oh, vous savez, le jiu-jitsu brésilien, ce n'est plus ni moins que du judo au sol. Oui. Donc, si vous voulez, ils travaillent très peu debout, et après, ils travaillent beaucoup. Ils sont très forts au sol. J'ai un ami qui est prof de judo à Rio de Janeiro. Il m'a dit que il travaillait beaucoup ça parce que les Brésiliens préfèrent, à part quelques-uns, préfèrent faire ça, travailler au sol, que beaucoup travailler debout. D'accord. Mais enfin, c'est pas ça qui nous a enlevé non plus beaucoup de pratiquants, quoi. Okay. Puis des fois, les gens vont essayer, après ils reviennent au judo. Ouais. Quelles sont les occupations d'un dirigeant? Qu'est-ce que ça fait un dirigeant pour organiser le judo? Eh bien, c'est très prenant hein, dans la vie de quelqu'un, surtout quand, en plus de sa vie professionnelle, sa vie familiale, il faut être très organisé. On se lève très tôt le matin et on se couche tard le soir. Et après, on est pris normalement tous les dimanches pour les compétitions, pour encadrer, pour... Bon. Et après, il y a des moments, j'ai arbitré aussi, bon, je veux dire, mais c'est très prenant. Après, il y a les permanences à tenir à la Ligue, au département. C'est très prenant. Ouais. Il faut vraiment avoir une épouse très compréhensive, parce que si ce n'est pas le cas, c'est même pas la peine d'y penser. Ok. Et au niveau organisationnel, qu'est-ce que vous essayiez de mettre en place à l'époque? Des compétitions, des Eh bien que les compétitions passent le mieux possible, durent le moins longtemps, qu'il n'y ait pas trop d'attente entre chaque catégorie, et que les gens ressortent heureux des compétitions. Voilà, c'est difficile hein, de contenter tout le monde, parce qu'il y a toujours, même des fois quand on essaie de bien organiser, un petit couac, et bon, mais enfin, normalement ça se passait très bien. C'est difficile de manager tous les clubs en même temps? Oui, il faut avoir de bonnes relations avec eux, quoi. Voilà. Il faut faire l'arbitre parfois entre les non, pas trop, parce que pendant les compétitions, il n'y a pas normalement de problème. Mais c'est surtout avoir un bon relationnel avec eux. Et je pense que j'ai un peu réussi ça, en toute modestie, hein, parce que j'étais sur le tapis. Je pratiquais aussi après, quand il y avait par exemple des stages de kata, des stages j'allais avec eux sur le tapis, je n'étais pas qu'en costume. Ouais. Donc c'est sûr que vous avez un autre relationnel avec les gens. Si vous arrivez toujours qu'avec la cravate, c'est bien, mais pratiquer c'est bien, c'est mieux. Et il faut être pratiquant pour les comprendre. Voilà, on les comprend mieux et eux vous comprennent mieux aussi. Est-ce qu'il y avait du temps où vous dirigiez des grands stages ou des grands événements qui se sont déroulés? Des grands stages, non, il y avait des stages importants au niveau à Boulouris organisés pour les compétiteurs. Jeunes, je dis jeunes, c'est cadet et après junior senior bien sûr. Donc de 16 à 20 ans à peu près? De 16 à même 25 ans, hein, oui. À Boulouris, c'était au Crêpes de Boulouris. C'était à partir de quelle époque que ces stages ont débuté? C'était dans les années 70 à peu près, quoi. Hein. Et après, doublement, nous avons eu la chance d'avoir comme directeur du Crêpes de Boulouris M. Courtine. Donc, si vous voulez, on a toujours eu on n'était pas favorisés, hein, mais on avait quand même des ouvertures importantes au Crêpes, quoi. Alors, je sais qu'en 1966, bon, ça remonte à un petit peu avant votre temps, en 1966, pardon, il y avait une coupe internationale à Cannes de karaté. Oui. Et je sais qu'il y avait eu très régulièrement des grands événements comme ça dans les années 60-70 en karaté et en judo. Oui. Est-ce que vous en avez connu vous-même des événements de ce genre? J'en ai connu surtout plusieurs, oui. J'en ai connu un avec Angelo Parisi qui est venu. En quelle année? Ça devait être en 74, un truc comme ça. Angelo Parisi. Donc un an après vos débuts. Voilà. Qui avait d'autres Adams, l'anglais. Adams. Ouais, qui était champion du monde et c'était un super judoka, quoi. Hein. Et il était venu donner un stage? Non, il était venu faire une démonstration de judo. En quelle année? La même année.
1974 aussi. Ouais. Ok. Et alors, justement, vous parlez des démonstrations. J'ai l'impression, parce que j'ai déjà interviewé quelques pratiquants, que les démonstrations, c'était quelque chose qui se faisait beaucoup dans les années 60-70 et petit à petit, ça a disparu. On voit plus trop disparaître. On appelait ça une ligne. C'est-à-dire que on prenait, mettons ici, les 10 meilleurs judokas du département et ils faisaient une ligne avec ou un haut gradé, quoi. Un compétiteur de haut niveau. Mais après, ça s'est un peu estompé, ça s'est arrêté. Il y en a eu des très connus, des lignes qui ont été organisées comme ça? Ben oui, il y a eu ce tournoi. Après, il y en a eu d'autres organisés aussi au profit d'un garçon qui s'appelle Thierry Corbalan. Et pourquoi Parce qu'il a eu le grand malheur de perdre ses deux bras. Il est opéré, donc et il y a eu un gala organisé où tous les sports sont venus, c'était au casino, l'ancien casino de Cannes, avant qu'il soit démoli. Et c'était en 86. Il est venu tout un tas de sportifs, beaucoup de judokas, vous vous en doutez. Jean-Paul Coche, Angelo Parisi et bien d'autres, toute l'équipe de France. Et Daniel Bravo en football. Donc si vous voulez, ils sont tous venus pour faire ce gala. Il y avait la salle du casino était pleine. Si vous voulez, il y avait la police aussi, parce qu'il travaillait dans la police, ce garçon. Et il a donc perdu ses deux bras en allant à la pêche un soir, en passant sur le pont de lieu là, de la Siagne. Sa canne en fer vert a touché le cathéter là électrique. Ouais. Ah d'accord. Okay. Ça a fait et il a eu les deux bras brûlés. Alors donc si vous voulez, au profit pour lui faire acheter des appareils, on a fait ce gala. D'accord. Et dans ce gala, il y avait tous ces gens. Ça a été un des galas les principaux organisés ici. Vu qu'on parle des blessures, est-ce qu'il y avait déjà dans les années 80 du judo pour les personnes en situation de handicap? Pas beaucoup. C'est arrivé plus tard? C'est arrivé plus tard. Alors toujours sur le rôle du dirigeant, oui. Comment ça a évolué toutes ces années de direction? Racontez-nous un petit peu votre parcours en tant que dirigeant. Ben, j'ai eu la chance d'abord d'être entouré avec beaucoup de gens qui m'ont aidé, parce que je n'ai pas fait ça tout seul, vous le dites bien. Il y avait par exemple M. Houdard, qui à toutes les compétitions venait et me disait « Tu as besoin de quelqu'un pour la peser ?» Il était déjà très haut gradé et il se proposait gentiment. Il y a tout un tas de gens, bien sûr M. Midan, M. Dejoanini. Chacun dirigeait une commission? Oui, voilà. Il faisait partie aussi, était membre du département, quoi. Donc si vous voulez, j'ai eu la chance d'être entouré de gens comme ça. Et après, il y a quelqu'un au niveau de la Ligue, j'ai eu la chance de connaître et qui est devenu mon ami, c'est M. Claude Oran, qui était le cadre technique de la région. Il a d'abord été du département du Var et après de la région, et qui est 7e dan, qui est un super judoka, et en plus, quelqu'un qui m'a aidé grandement dans ma tâche de président de Ligue. Comment vous appelez son nom de famille? Claude, le prénom, Laurent, comme Laurent. Ah, ok. Oui, donc il était conseiller technique départemental pour le Var. Et ensuite... après, quand j'ai été élu à la Ligue, il a été régional. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de quelques conseillers départementaux de Ligue? D'ici? Oui, d'ici, de la Ligue Côte d'Azur. Ben, à part Claude Laurent. Il y a eu M. Midan, le premier, quoi, hein, c'est lui. Mais lui, il était au niveau de la région, mais en même temps, il était département, d'accord? D'accord. Et puis après, département des Alpes-Maritimes? Oui, et la Corse aussi, parce qu'à ce moment-là, la Corse était avec nous. Quand nous étions Ligue Côte d'Azur, c'était le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse. Et après, la Corse a demandé son indépendance et nous sommes restés Var-Alpes-Maritimes. Est-ce que la date de 1980 vous semble juste pour l'indépendance de la Corse? Oui, ça va être à peu près ça. Parce que j'ai vu qu'ils ont pris leur indépendance en 80 en karaté, et je crois que c'était encore à peu près les mêmes organisations. Oui, je pense que c'est à peu près à la même date. Je ne peux pas vous dire exactement, hein, mais je pense que c'est dans ces années-là. Et alors, pour en revenir au CTR, aux conseillers techniques régionaux, à part M. Midan et M. Laurent, y en avait-il d'autres? Il y avait à Marseille, mais c'était Robert Carle. Robert, le prénom. Carle, c'est A-R-L-E-S. Qui lui aussi est 7e dan et qui a fini 7e dan et qui était conseiller technique pour les Bouches-du-Rhône. Ok. Et au niveau présidence du Var et des Alpes-Maritimes pour le comité départemental de judo, vous vous rappelez de certains présidents?
Il y a eu Paul Parent qui a été influent. Oui, qui a été président et du département et après de la Ligue. Quand la Ligue, justement, Côte d'Azur a été fondée suite à la scission de la Ligue de Provence. Donc c'était le premier président de la Ligue Côte d'Azur. Voilà. Je voudrais rajouter quelque chose sur l'interview que vous avez faite de moi. On a parlé des présidents de département. Je vous ai dit M. Yesch, M. Bianco et après M. Parent. Ensuite, il y a eu moi. Et après, il y a eu M. Roger, prénom Auger, A-U-G-E-R. Et ensuite, M. Philippe Rino. Et puis maintenant, actuellement, il y a une présidente dans le département qui s'appelle Madame Alexandra Arpaia. Comme cadre technique, à un moment, après M. Bidon, il y a eu Marcel Pietri, qui a été un cadre technique ici dans les Alpes-Maritimes. Et actuellement, c'est M. Lionel Bonhomme. Avant que ça devienne, que M. Parent prenne la première Ligue Côte d'Azur, c'était M. Nicolas, comme le prénom. Président de la Ligue du Sud-Est, donc. Voilà. Après lui, il y a eu M. Guy. Donc ces deux personnes étaient présidents de la Ligue du Sud-Est. Voilà. Avant que, si vous voulez, avant qu'il y ait la formation de la Ligue de Côte d'Azur. Est-ce que vous pensez qu'à terme, le judo traditionnel doit évoluer vers une nouvelle forme? Moi, personnellement, j'espère pas que ça évolue parce que c'est une certaine manière de vivre et de voir les choses et je voudrais pas que ça évolue dans le mauvais sens. En parlant d'évolution, est-ce que vous pensez que l'évolution des réglementations est plutôt bonne ou plutôt mauvaise ces derniers temps? Comme je disais là, pour l'arbitrage, il y a des choses bonnes et des choses moins... Mais normalement, pour ce qui est des dirigeants, normalement, jusqu'à maintenant, c'est bon, ça reste dans le droit chemin, quoi. Quelles étaient vos relations en tant que dirigeant au niveau régional avec la fédération au niveau national? Est-ce que la fédération vous donnait beaucoup d'instructions ou vous étiez très libre de faire ce que vous vouliez? Non, on n'était pas libre. Il y avait quand même... Chaque année, vous savez qu'il y a une assemblée générale fédérale et c'est ce qui est décidé normalement à cette assemblée, on doit s'y conformer. Et donc, si vous voulez, personnellement, j'y suis allé pendant une vingtaine d'années. Donc, chaque fois, on mettait en place les nouvelles règles pour les années suivantes. D'accord. Et il y avait une bonne entente, une bonne relation entre le niveau national et... Oui. Qui était le président de votre temps? C'était Monsieur Rouget. Rouget. Non, mais c'était pas lui le président. Qui était-ce? À ce moment-là, il était, lui, directeur technique de la fédération. Et après, il a été le président, mais bien plus tard. Le président, à l'époque où j'étais, c'était monsieur... Il y en a eu plusieurs. Il y a eu monsieur Pfeffer. Qui est décédé récemment. Oui, voilà. Alors, est-ce qu'on a oublié d'évoquer des événements historiques importants depuis qu'on a commencé cette interview? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez mettre en avant, des événements? Non, pas spécialement. Personnellement, je pense que il y a eu plusieurs fusions de départements à des moments. Ça a été fait dans le sens où c'était des petits départements, ils préféraient avoir une structure plus importante, mais ça n'a pas occasionné de problèmes spéciaux, quoi. D'accord. Et alors justement, est-ce que l'inverse a occasionné des problèmes? Par exemple, quand la Corse a demandé son indépendance, comment ça s'est passé? Ça s'est passé bien. Et nous, on était étonnés qu'ils demandent, puisqu'ils étaient bien avec nous. Et puis, finalement, on avait toujours... Avant et après, on a toujours eu de très bonnes relations. Qui était le premier président de la Corse? Monsieur Gentili. Donc c'était le premier président de la Ligue de Voilà, Corse. c'est le seul qui était président de la Ligue Corse. Et il est décédé maintenant depuis 10 ans à peu près. On va parler de la fin de votre mandat. Vous avez été la personne qui a été en charge de cette nouvelle fusion de la Ligue Côte d'Azur avec la Ligue de Provence. Voilà, avec la Ligue PACA. C'est ça. Comment ça s'est goupillé ce projet? Eh bien, si vous voulez, comme ça venait des deux structures, l'idée d'avoir cette histoire de fusion, ça s'est relativement bien passé. Nous avons eu plusieurs réunions et après il y a eu l'élection et c'est moi qui ai été élu. Et je suis resté pendant donc une Olympiade jusqu'en 2004 et à 2003, je leur ai dit que vu que j'avais déjà 30 ans ou 35 ans de dirigeant, j'arrêtais. Et qui était le président de la Ligue de Provence avec qui vous avez... C'est M. Lieberman, qui est actuellement président du CROSS PACA, Hervé Lieberman. Mais donc l'idée venait plutôt de la Provence ou plutôt de vous? Les deux, on en a parlé un jour. Jean-Luc Rouget et Jean-Paul Coche, à l'Assemblée Générale Fédérale, m'a dit
ça ne te dirait rien de essayer de faire. Et on a fait, c'est parti comme ça, quoi. Et après, comme on avait un bon relationnel tous les deux avec Lieberman, il m'a dit. Et donc, on a fait plusieurs réunions avant l'élection, et puis ça s'est relativement bien passé. D'accord. Voilà. Alors justement, c'était un petit peu au retour aux sources, parce que à l'origine, il y avait cette Ligue du Sud-Est qui existait. Et oui. Et vous avez repris exactement la même forme Ah non. Les mêmes départements? Non, ben oui, les mêmes départements, oui, puisque à part la Corse. Mais on avait les mêmes départements. Hein. Donc le Vaucluse, etc. Voilà, les 6 des Bouches-du-Rhône. Ouais. Et les 2 des Alpes-Maritimes. Donc oui, les Alpes-Maritimes et le Var. Ouais. Voilà. D'ailleurs, vous étiez précurseur et peut-être vous avez prédit l'avenir, puisque après il y a eu les grandes régions. Oui, puis après, si vous voulez, justement, parce qu'il faut vous dire que même ici, il y en a qui étaient contre ça. Et un jour, j'avais dit, vous verrez, il vaut mieux qu'on le fasse nous maintenant plutôt que d'attendre. Et ça s'est avéré vrai, puisque en 2016, l'année dernière, on aurait été obligé de fusionner. C'est vrai. Donc, il vaut mieux le faire de son propre chef que d'être obligé de le faire. Exactement. Alors, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'ils étaient contre justement parce qu'ils avaient peur de perdre des postes au profit de gens de Marseille ou ce genre de choses? Ben, ils avaient peur que Marseille nous mange, quoi, voilà. Mais ça n'a pas été le cas. Oui, puisque vous avez été élu. Oui, puis c'est pas seulement ça, même au niveau des compétitions, il y avait de très bons compétiteurs ici, comme là-bas d'ailleurs, mais c'était toujours... équilibré? Ah oui. J'ai cru comprendre que Marseille avait un très gros club au JJCM. Oui. J'ai cru comprendre qu'ils étaient très forts en judo, donc je peux envisager le fait qu'il y ait des clubs qui étaient contre parce qu'ils avaient peur de rencontrer les gens du JJCM. Non, pas du tout. Hein. Ici, je ne sais pas, non. Hein. Parce que c'est vrai qu'ici, il y avait Alary, il y avait aussi des gros clubs. Oui, et puis, et le mien de club et d'autres qui sont de très bons clubs. Hein. D'accord. Alors, toujours sur votre rôle de dirigeant, il y avait une convention qui était établie avec Monaco. Oui. Et j'ai vu dans les archives de M. Paoli que cette convention avait été tombée en désuétude et qu'il avait fallu la refaire à un moment. Oui. Est-ce que vous étiez en poste à ce moment-là? Comment ça s'est passé avec Monaco? La convention qu'il y avait n'était pas spécialement suivie. On a fait la démarche pour que ça redémarre correctement, et ça a été le cas. Vous vous rappelez à peu près l'année? Difficile, hein, parce que c'était encore, je crois, Emberg était encore prof. En tous les cas, Monaco était très bien intégré, à la fois au niveau compétition, stage, etc. Absolument. Et quand par exemple ils ont créé le tournoi de Monaco, on les a aidés, par exemple à l'arbitrage, on a envoyé les arbitres. Je veux dire, on a travaillé toujours en bonne intelligence. D'accord. Le tournoi de Monaco, c'était quelque chose d'important? Oui, c'est toujours quelque chose d'important maintenant, mais les premiers temps, c'était quelque chose d'important. Mais là, même ces années dernières, il y avait les Japonais qui viennent. Je veux dire, il y a des beaux Monaco, hein. Les gens, ça leur plaît. Ouais. Où se déroulaient les championnats de ligue, d'ailleurs, quand vous étiez président? Eh bien, c'était souvent à Marseille, à la salle... À Marseille, c'était donc forcément après la fusion? Même avant la fusion. Ah oui? Eh oui. Les tournois de la Ligue Côte d'Azur se déroulaient à Marseille? Ce qu'on appelait la région. Oui. On n'était pas ensemble, mais on faisait partie de la même région. Oui. Mais les tournois de la Ligue Côte d'Azur? Ils se faisaient là, au Luc, à Cannes, là, au Palais des Sports. Il y en avait beaucoup au Palais des Sports de Cannes, avant qu'il soit démoli. Et Saint-Raphaël, Sainte-Maxime, tout ça, ça se faisait? Saint-Raphaël, moins, non. Sainte-Maxime après, mais quand... Il y a peu de temps, c'est pas à ce moment-là. Ok, donc c'est surtout vers Cannes. Voilà, Cannes. À Nice, il y avait des choses? Oui, à Nice, salle Pasteur. Oui, donc c'était plutôt dans les Alpes-Maritimes. Oui. Très peu dans le Var. Il y en avait dans le Var, à Toulon aussi, bien sûr, hein, mais c'était pas... Le luxe est dans le Var, et donc c'est bien parce que c'est central. Ouais. Vous arrivez à l'autoroute, vous sortez, vous êtes là, bon... La salle était... suffisamment grande pour faire ça. Hein. Parce que pour aller faire les compétitions à Marseille, pour quelqu'un qui habite Menton, ça fait de la route. Eh oui. Il me reste une dernière question que j'appelle le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez transmettre, une idée ou quelque chose que vous aimeriez qui passe à la postérité? Je souhaite aux dirigeants futurs d'avoir la chance d'avoir le même parcours que moi.
d'être entouré de gens qui sont compétents. Et surtout, pour tout ça, il faut aimer le judo. Avant tout, il faut aimer le judo. C'est ça que je voudrais dire à la fin. Si on n'aime pas le judo, il ne faut pas être dirigeant. Si on veut être dirigeant pour, soi-disant, certains dire « je suis président », c'est pas bon pour le judo. On est là pour le judo. Enfin, c'est ce que je pense et que je penserai toujours. Écoutez, je vous remercie de m'avoir accordé un petit peu de votre temps.